Bonjour Eric. Donc j'ai voulu t'avoir aujourd'hui pour qu'on parle migration. La Oui, migration a commencé pour une nouvelle saison. tout à Alors tout fait. d'abord, je voudrais que tu nous rappelles ce que c'est la migration. La migration. Alors la migration des oiseaux, sachant que dans le monde animal, il n'y a pas que les oiseaux qui migrent. Hein, il y a les poissons, il y a les mammifères, il y a même les papillons. Il y a des noctuidés, des noctuels qui pratiquent, qui parcourent des centaines, voire des milliers de kilomètres. Bon, ceci dit, pour la migration des oiseaux, c'est un comportement qui a été sélectionné par l'évolution lors de la dernière glaciation, c'est-à-dire à l'époque où la planète était très froide en hiver, et cela commençait en automne, et donc les oiseaux ont dû migrer pour survivre. Alors la migration, elle est conditionnée par un facteur majeur, principal, ce qu'on appelle la photopériode. Je m'explique. C'est, tout le monde le sait, à la fin de l'été, les jours diminuent. Et il arrive un moment, dans la saison, où la durée de la nuit est supérieure à la durée du jour. Ce qu'on appelle la photopériode. Et ceci a une action sur le cerveau des oiseaux, et notamment le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et cette action, donc, de la diminution de la durée du jour, a pour effet de produire une hormone qui est une hormone de pré-migration. Donc, qui met les oiseaux en phase de pré-migration que l'on peut observer. Ce sont les hirondelles qui se réunissent sur les fils, les étourneaux qui se réunissent, donc qui sont en état de pré-migration. Il y a un deuxième facteur qui a un rôle, c'est la température, ensuite. Et le troisième facteur, ce sont les disponibilités alimentaires. Voilà. Alors, le facteur numéro 1, la photopériode, lui, n'a pas été impacté par le réchauffement climatique. C'est tout simplement, il est lié à la vitesse de rotation de la Terre. Et il arrive un moment où la Terre, par rapport au Soleil, a une certaine incidence, et effectivement, ça se traduit par des durées de nuit qui deviennent plus longues que les durées du jour. Voilà. En revanche, les deux autres facteurs dont j'ai parlé, la température et disponibilité alimentaire, sont directement liés, et on va en parler, au réchauffement climatique. Alors souvent, justement, tu parles du réchauffement climatique. En ce moment, il fait très chaud. Oui. Alors beaucoup de chasseurs disent je ne vois pas d'oiseaux parce qu'il fait trop chaud. Alors, ils n'ont pas entièrement tort parce que la nature est très économe. Je vais prendre un exemple très concret, très banal. Nous, pour faire des voyages, on a un peu l'exotisme dans la tête, de voir des palmiers, de voir... Non, les animaux, non, ne voyagent pas pour cette raison. Les animaux voyagent pour survivre. Donc, la photopériode a été tout à fait normale, donc la durée du jour, la durée de la nuit a augmenté. Ces oiseaux sont en phase prémigratoire, mais vu les températures qu'il y a eu de fin septembre jusqu'au 5-6 octobre, et j'ai les données enregistrées ici, en Europe, il faut savoir que jusqu'au 5 octobre, les températures minimales dans les pays scandinaves étaient positives. Donc ces oiseaux en phase de pré-migration avaient un doute sur la saison. Bon, depuis le 5-6 octobre, ces températures minimales sont devenues négatives, y compris pour la partie russe, Russie occidentale, qui nous concerne, nous, pays méditerranéens, et donc zone méditerranéenne au plus haut point. Alors tu le dis, alors justement, les oiseaux que l'on reçoit en PACA et dans le Pas-de-Calais ou dans les Ardennes, ce ne sont pas les mêmes. Et non,
Les reprises de bugs nous ont montré que l'origine, c'est-à-dire en fait les lieux de nidification, n'étaient pas les mêmes. Nous, la région PACA, nous recevons surtout des oiseaux venant d'Europe centrale et de l'Est, c'est-à-dire Russie, Biélorussie, Ukraine, Autriche, Allemagne, voilà. En revanche, les oiseaux du couloir atlantique, Bretagne, Bordeaux, ce sont surtout des oiseaux qui viennent des pays scandinaves. Alors, il peut y avoir certaines années, à la faveur d'événements climatiques, genre des tempêtes, genre des inversions de pression, des glissements d'un couloir à l'autre. Mais le schéma normal est pays scandinaves desservent là, le nord de la France et le couloir atlantique. L'ouest de la Russie, Europe centrale, dessert la région PACA. Tu peux rappeler un peu les couloirs en France? Alors, il y en a essentiellement 3. Pour faire simple. Nord de la France, Atlantique. Le couloir rhodanien, c'est-à-dire l'axe Rhin-Rhône, qui nous vient directement d'Allemagne. Et ensuite, le couloir oriental, Italie, Alpes et PACA. Voilà les 3 couloirs principaux de migration. Les 3 grandes autoroutes. Mais entre ces autoroutes, il y a des nationales, des départementales. Et justement, alors avec ces couloirs, différentes espèces migrent. Oui. Mais elles ne viennent pas toutes du même endroit. Exactement. La grive musicienne, la grive movile, la litorne viennent majoritairement pas du même endroit. Tout à fait. Un exemple. 75% des effectifs reproducteurs de grive movis en Europe sont concentrés en Russie. Et 70% de grive litorne. Donc, les grives movies et les grives litornes que nous recevons viennent 9 fois sur 10 de Russie. En revanche, la musicienne a une répartition, en termes d'effectifs nicheurs, beaucoup plus régulière dans tous les pays européens. La Russie ne représente que 15%. Il y a 20% dans les pays scandinaves, il y a 10%, 15% en Allemagne, en Pologne, et ainsi de suite. Voilà. Le merle noir, pareil, a une répartition beaucoup plus régulière en effectifs nicheurs dans toute l'Europe. Et comment tu expliques que les espèces, selon les espèces, elles ne migrent pas en même temps? Par exemple, on sait très bien que dès le mois de septembre, on peut voir des grives musiciennes, mais on voit très rarement des grives litornes, par exemple. Tout à fait. Comment ça s'explique? Alors, ça s'explique par le fait que déjà l'écologie des 2 espèces est un peu différente. L'alimentation. Il faut savoir que la grive litorne se nourrit, dans son aire de répartition, de reproduction, surtout d'alisiers, de sorbiers et de ce qu'on appelle les cranberries, de même que la grive movie, alors que la musicienne et le merle noir ont un régime beaucoup plus varié, qui va des petites baies d'aubépine, en passant évidemment par la vigne et le lierre. Bon. Et donc, ces espèces sont un peu plus précoces dans leur arrivée chez nous. Mais, et d'ailleurs, nous l'avons démontré par nos études, nos travaux, et même l'Observatoire national, synégétique et scientifique citoyen, cette précocité des grives musiciennes, du fait maintenant du réchauffement climatique entraînant une maturité des raisins. Il faut savoir que dans le Châteauneuf-du-Pape, qui est quand même un grand vignoble français, les vendanges sont plus précoces d'1 mois par rapport à ce qu'elles étaient il y a 30 ans. Donc une partie des populations européennes de grives musiciennes se sont adaptées à cette précocité et viennent nous rendre visite beaucoup plus tôt. Alors cette année, c'est pas trop bien marqué du fait des températures qui règnent dans
les pays où cette espèce s'est reproduite, mais l'an dernier, par exemple, je me souviens parfaitement d'une énorme migration de grives musiciennes le 25 septembre. Les vendanges étaient pas encore terminées, mais elles étaient en cours. Voilà. Et il faut toujours garder à l'esprit que la migration est un déplacement coûteux en termes de survie pour les espèces et que elles ne migrent qu'à regret pour la plupart. Nous avons encore, certes, des génétiquement programmés. Je te donne un exemple. On m'a signalé dimanche une bécasse observée sur le camp militaire de Nîmes. Dimanche, il y a 4 jours, 5 jours. De sources sûres. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle une génétiquement programmée. Quelle que soit la température, quelle que soit la météo, hop, elle est partie en migration. Voilà. Et donc, pour les grives, il en est de même. Ça veut dire que si, hormis ces oiseaux-là, les autres ont à manger, elles ne bougeront pas. Ben, elles bougeront. On peut le résumer comme ça, quoi, un peu. Alors, je te renvoie à un article d'un journaliste qui m'a interrogé dans la Revue nationale de la chasse du mois d'octobre. Hein? Souviens-toi, j'avais rédigé un papier qui est d'ailleurs disponible sur le site impcf.eu et sur le site observatoire-migrateur.com. Des études qui avaient été faites en Europe et qui avaient calculé la distance entre le lieu de naissance des oiseaux baglioni et la zone d'hivernage. En 30 ans, cette distance a diminué de moitié. Par exemple, les merles noirs qui naissent en Hollande, il y a 30 ans, 80% étaient migrateurs. Aujourd'hui, il n'y a que 10% d'entre eux qui sont migrateurs. C'est-à-dire qu'ils se sont adaptés à une distance entre le lieu de naissance et le lieu d'hivernage beaucoup plus faible, beaucoup plus courte cette distance, et du fait aussi que ces oiseaux trouvent des disponibilités alimentaires suffisantes pour passer l'hiver. Alors, il faut garder à l'esprit que ceci, c'est un peu comme les rapports du GIEC, c'est-à-dire qu'en fait, les prévisions météorologiques ne sont que statistiques, ce sont des probabilités. Il est bien clair que quand je discute avec des anciens, ils me répondent toujours « Oui, mais quand j'étais jeune, il y avait des grosses chaleurs l'été. » Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ce que disent les experts du GIEC. Ils disent pas qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il est beaucoup plus fréquent que les chaleurs soient très hautes sur un échelon de 10 ans qu'il y a 50 ans. 50 ans, c'était l'exception, une année sur 10. Maintenant, c'est 8 années sur 10. Et ceci est de nature à influer le comportement des oiseaux. Alors, Jacob, je vais revenir. Qu'est-ce que tu peux répondre aux chasseurs? Alors, certains en voient énormément depuis quelques jours. Et tu en as d'autres qui te disent je ne vois rien, je ne vois rien, je ne tue rien, je ne vois rien. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Alors, on va leur répondre. Mais c'est tous les ans, hein, on a tous les ans, voilà. ce discours-là. À l'époque où nous avions 95%, pour pas dire 98%, des oiseaux, sur l'idée, nés en Europe du Nord, 98% migraient. Donc, c'était un peu normal qu'il y en ait partout. D'accord? Or, aujourd'hui, seuls 30% migrent. Donc, les effectifs ont fortement diminué. Il y a des couloirs préférentiels qui peuvent varier d'une année à l'autre en fonction des pressions atmosphériques, des conditions météo, des disponibilités alimentaires. Et il est vrai que quand une espèce est abondante, elle est présente partout. Et quand ses effectifs diminuent, elle
est plutôt présente dans certains secteurs. Voilà un peu l'explication que l'on pourrait donner à effectivement ces observations valides de certains chasseurs. Souvenons-nous, hein, bon, il y a quand même 50 ou 54 ans que je chasse. Bon, quand il y avait des grives, ben, il y avait des grives partout. Dans les garrigues, dans les vignes, dans les... Bon. Et elles restaient chez nous tout l'hiver. Or, on le sait maintenant, on a des creux en hiver, où on n'en voit pas beaucoup. Et oui, parce que une grande partie de celles qui étaient présentes chez nous il y a 50 ans a décidé, du fait des modifications climatiques, de rester beaucoup plus au nord. Voilà. Alors, il y a aussi un point pour éclairer nos amis chasseurs. Les vagues successives qu'on peut observer, c'est-à-dire quelquefois une première vague fin septembre, après une deuxième vague première décade d'octobre, une troisième vague dernière décade d'octobre ou première de novembre, ben, ceci est dû aux différentes migrations des différentes populations qui sont en Europe. Ce ne sont pas les mêmes, vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Bon, ce sont des réservoirs en Europe qui se vident les uns après les autres, mais pas en même temps. Eh bien, écoute, Jean-Claude, merci. C'était très intéressant. Je te remercie. Merci de rien, c'est avec plaisir que je le fais.